Alors, quand on parle d'écriture, on parle d'une tâche cognitive très complexe pour l'enfant. Ce qu'il faut comprendre quand on parle d'écriture à l'école, c'est un enchaînement de sous-tâches qui vont permettre à l'enfant de produire quelque chose, de produire un écrit. Tout doit s'orchestrer en même temps. La posture, la tenue du crayon, la gestion de la pression, la forme des lettres, l'espace sur la page, donc l'enfant doit écrire sur la ligne, respecter les interlignes. Tout ça coûte énormément d'énergie à l'enfant. Et si une des sous-tâches n'est pas automatisée correctement, l'écriture va devenir très complexe. Ça va devenir une tâche coûteuse et l'enfant va se fatiguer. Et c'est ce que l'on voit en classe, à la maison lors des devoirs et en cabinet. L'écriture devient source de tension dès lors que l'enfant n'a pas automatisé en fait cette tâche complexe. On revient à ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire que si l'enfant se concentre trop sur la façon dont il tient le crayon, sur la pression qu'il exerce sur l'outil scripteur, c'est un peu comme si la mémoire de travail allait rester focus sur ce geste-là et donc il ne pourra pas se concentrer sur les tâches suivantes, donc tenir la ligne d'écriture, former les lettres, etc. Donc c'est l'une des raisons, et c'est la grande raison qui fait qu'effectivement, elle est source de tension. Ce que j'observe en premier, en fait, c'est un ensemble de choses. Quand l'enfant arrive au cabinet, on va observer son énergie, sa confiance, la confiance qu'il a en lui. Parce que ça, c'est très important. L'enfant, souvent, a tendance à se dévaloriser et donc il n'est pas capable de produire quelque chose parce que c'est un peu comme s'il voyait le verre à moitié vide en se disant de toute façon, je suis nul, je n'y arriverai pas, l'écriture est trop difficile et puis on me répète depuis pas mal d'années maintenant que mon écriture n'est pas belle, elle est lente, etc. Donc on va observer tout ça et de manière un peu plus technique, bien évidemment, sa posture, les mouvements, la tenue du crayon, la gestion de la pression. On va également observer puis tester ce que l'on va appeler les réflexes archaïques, on en reparlera probablement. Voilà, donc on observe vraiment un ensemble de choses et cette observation va me permettre de proposer ensuite à l'enfant une rééducation sur mesure. Oui, elle peut raconter autre chose, effectivement. Juste en observant le cahier de l'enfant, on peut déceler en fait certains signes de stress. Je vais donner un exemple tout simple, les retouches. Tu sais, quand l'enfant repasse plusieurs fois sur la lettre, ça c'est signe en tout cas de stress, de tension. Et ça veut souvent dire que l'enfant, au moment où il écrit, n'est pas sûr de lui. Et donc, voilà, il veut rattraper un petit peu ce qu'il a produit. Et donc, forcément, il perd du temps, il perd de l'énergie. Et l'écriture devient lente et douloureuse. Elle devient un enjeu dès lors qu'elle est source de conflit à la maison, lors des devoirs, ou en classe, quand l'enfant... On imagine que l'enfant qui écrit lentement, de manière illisible, et qui en plus a mal lorsqu'il va écrire, il va développer ce qu'on appelle une stratégie d'évitement. Donc il va éviter cette tâche qui est si complexe, si douloureuse et si fatigante. D'accord ? Donc à ce moment-là, effectivement, c'est un vrai enjeu parce que l'enfant doit écrire parfois plusieurs heures par jour. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de repérer les signaux pour agir le plus vite possible. C'est souvent parce que l'écriture n'est pas automatisée. Voilà. On ne lui a pas proposé de solution, donc il a développé ce qu'on appelle des stratégies de compensation. L'écriture est lente, elle est douloureuse, mais je vais faire des pauses après 2 lignes écrites, par exemple, d'accord ? Donc il développe des stratégies de compensation qui vont lui permettre finalement de décrire, même si l'écriture n'est pas lisible, même si elle est lente et douloureuse. Est-ce que la lenteur est forcément un problème ? Alors, comme je dis souvent, le thermomètre, c'est vraiment l'enseignant et le rythme de classe, le rythme que l'enseignant va imposer. On imagine qu'un enfant de CE1
lors de la dictée, est arrivé au 3e mot alors que ses camarades ont quasiment terminé d'écrire le 10e, le 11e mot, effectivement, là, ça va poser problème. Donc la lenteur devient un problème dès lors que l'élève n'est pas capable de suivre le rythme imposé en classe. Ce qui va se passer, ce que l'on va observer au niveau du corps, c'est la posture. La posture et la crispation, au-delà de la posture, la crispation. Souvent, on voit même l'enfant qui va froncer les sourcils, les épaules qui sont un peu relevées, crispées, et l'enfant est en surtension parce qu'il est hyper concentré sur l'écriture. Ça, c'est intéressant. C'est souvent ce que l'on voit en cabinet. Généralement, en juillet-août, on aime offrir à nos enfants des cahiers d'écriture. Ah oui, parce qu'on se dit, voilà, il a des problèmes à l'école, il écrit illisiblement, et donc l'une des solutions, c'est de lui faire écrire plusieurs fois la même lettre pour que le geste s'automatise et que l'écriture devienne super belle. Ça, c'est une fausse croyance. C'est un peu comme si je vous demandais, à vous qui avez mal au genou, par exemple, de courir et de vous inscrire à un marathon. Vous allez me dire, Samira, tu vois bien que j'ai mal et tu me demandes de courir ou tu me demandes de marcher. C'est exactement la même chose pour l'enfant. Si l'enfant a des difficultés graphiques, que vous lui demandez d'écrire, ça ne va pas s'arranger, au contraire. Ce qui va se passer, et c'est toujours le cas, c'est que l'enfant risque d'éviter encore plus cette tâche et le moment où il va écrire va devenir un supplice et pour l'enfant et pour le parent. Si l'enfant a des difficultés graphiques, ça ne risque pas de s'arranger avec le temps. Au contraire, pourquoi? Et la réponse est très simple, parce que plus l'enfant va monter en niveau, en classe, et plus le rythme va s'accélérer, donc plus on va demander à l'enfant d'écrire rapidement. Et donc un enfant, on imagine qu'un enfant de CP qui écrit lentement finalement, et c'est tout à fait normal, a des difficultés graphiques, arrivé au cycle 3, CM1, CM2, quand on va lui demander d'écrire plus rapidement, tout va s'effondrer parce que les bases ne sont pas solides. Oui, tout à fait. On revient à ce que je disais par rapport aux fondements, en fait. Si les fondamentaux, les bases ne sont pas solides, moi je compare souvent ça à un château de cartes. Tout risque de s'effondrer parce qu'effectivement, l'enfant n'a pas les bons gestes, etc. L'enfant va adopter des habitudes, effectivement, s'il ne tient pas correctement son crayon, mais qu'on ne le reprend pas, il va garder cette habitude-là. Et ensuite, nous, notre travail va être de déconstruire tout ça pour reconstruire. Et donc, ça prend plus de temps. Ce n'est pas un problème pour écrire. Les gauchers n'ont pas plus de difficultés d'écriture que les droitiers, sauf qu'on vit dans un monde de droitiers, et donc la plupart des parents et des enseignants sont droitiers. La plupart des personnes qui doivent apprendre à un enfant à écrire sont droitiers, et comme malheureusement très souvent les professeurs des écoles manquent de formation, il est parfois difficile pour un professeur des écoles d'enseigner à un élève gaucher la façon d'incliner le support, la façon de tenir le crayon, etc. Une particularité aussi pour le gaucher, c'est qu'il écrit dans le sens de fermeture, quand le droitier écrit dans le sens d'ouverture. Donc effectivement, l'élève gaucher peut rencontrer un peu plus de difficultés, mais l'écriture n'est pas plus complexe pour un gaucher que pour un droitier. Dès lors que l'enfant a les bases, il peut tout à fait écrire correctement, lisiblement, sans douleur. Ne vous inquiétez pas, ça va passer avec le temps. Donc l'enfant de grande section, l'enfant de CP, souvent c'est l'enfant de CP qui a des difficultés graphiques. On va se dire non mais il est encore jeune, il aura le temps d'apprendre, sauf qu'arrivant en CE1, on lui demandera d'écrire plus rapidement parce que la tenue de crayon est censée être acquise et les fondamentaux, pareil. Donc ça c'est le mythe le plus répandu et c'est celle qui cause le plus de dégâts. Enfin c'est celui, pardon, qui cause le plus de dégâts. C'est de penser que l'enfant va s'améliorer avec le temps. Autre chose aussi, on a parlé tout à l'heure des gauchers, on a répondu à la question, on a dit que les gauchers n'avaient pas plus de difficultés d'écriture que les élèves droitiers. Ce que j'entends aussi souvent, c'est « oui mais vous savez, il a 10 ans, 11 ans, 12 ans, donc c'est
peut-être un peu trop tard maintenant pour écrire correctement. Depuis plusieurs années maintenant, son écriture est illisible. Donc voilà. Autre chose, j'entends souvent les parents me dire « Oui, mais vous savez, Samira, il ne fait pas vraiment d'efforts, hein. S'il s'appliquait un peu plus, l'écriture serait peut-être plus jolie. » Donc on pense souvent que c'est une mauvaise volonté de la part de l'enfant et on pense qu'il fait exprès parce qu'il n'a pas envie. Donc il fait exprès de produire une écriture aussi moche, aussi illisible, etc. L'enfant aimerait bien écrire lisiblement, rapidement, sans douleur. C'est ce qui lui permettrait par exemple de finir les devoirs beaucoup plus rapidement et d'aller jouer après la session de devoirs. Donc non, ce n'est pas une mauvaise volonté de la part de l'enfant, c'est vraiment, encore une fois, une vraie difficulté pour lui. Alors, il devient fluide dès lors que l'enfant écrit sans saccade, sans s'arrêter plusieurs fois. Voilà, ça c'est vraiment pour parler de la fluidité. Et de manière plus générale, efficace quand le geste graphique est automatisé. L'enfant sait comment tenir son crayon, il sait gérer l'espace entre la mine et le crayon. On voit souvent les enfants qui tiennent le crayon avec les doigts trop près de la mine, donc il ne voit pas ce qu'il écrit. Donc il arrive à gérer la pression, il sait comment positionner sa feuille par rapport à son avant-bras, par rapport au buste. La posture est confortable et il maîtrise les règles d'écriture qui lui permettent d'écrire de manière confortable. C'est ce qu'on appelle un geste graphique efficace. Alors ça, c'est assez relatif d'un enfant à un autre, mais le dénominateur commun de tous ces avant-après que vous voyez passer sur les réseaux sociaux, c'est vraiment une prise en charge personnalisée dans un premier temps, puis un travail à la maison. Alors on est sur des séances très courtes qui durent entre 5 à 10 minutes par jour et généralement on s'entraîne 5 fois par semaine. Les séances courtes sont plus efficaces parce qu'elles vont permettre d'automatiser les gestes. C'est-à-dire que ce que l'on explique à nos élèves, ou même aux enseignants ou aux parents, c'est qu'il vaut mieux une séance courte répétée pour permettre à l'enfant vraiment d'ancrer en fait, les nouvelles techniques, plutôt qu'une longue séance une fois par semaine. Donc on est sur de la constance, de la régularité. L'idée c'est de permettre à l'enfant d'adopter en fait, de nouvelles habitudes. Et pour ça, on a besoin de travailler sur des séances pas très longues, mais de répéter effectivement ces techniques, ces exercices 5 fois par semaine. Alors, ce que le parent peut faire en priorité, c'est vraiment d'accompagner l'enfant. D'accompagner l'enfant en essayant de l'encourager un maximum, de privilégier des séances courtes avec, par exemple, l'utilisation d'un timer. Moi, c'est un outil que j'utilise énormément au cabinet, que j'ai utilisé longtemps avec mon fils d'ailleurs. Le timer, c'est-à-dire ne pas imposer à l'enfant une séance de devoir trop longue. Voilà, faire une sorte de contrat avec l'enfant. Voilà, on va s'entraîner 15 minutes de manière efficace, mais on s'entraîne correctement. D'accord ? Là, je ne parle pas de les exercices de rééducation, je parle des devoirs en règle générale. Donc, c'est d'accompagner l'enfant en respectant son rythme, parce qu'il faut garder en tête que ce petit bout a passé toute la journée à l'école, donc il est probablement fatigué. En plus des devoirs, il doit travailler les exercices de rééducation. D'accord ? Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir l'accompagner avec bienveillance, tout en respectant son rythme et avoir confiance en ses capacités. Éviter de le comparer à ses copains, copines, à ses frères, à ses sœurs, à ses cousins, cousines, parce que ça, c'est vraiment c'est quelque chose qui peut briser sa confiance en lui. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Ce qu'il faut éviter aussi, ce sont les séances trop longues qui vont épuiser l'enfant, qui vont le fatiguer. Encore une fois, l'objectif, c'est vraiment de lui permettre d'être à l'aise et de lui montrer aussi qu'on est avec lui. Alors pour les enseignants, moi j'ai tendance à conseiller des séances de groupe
des séances avec le groupe classe. Souvent, on a tendance à dire, voilà, cet enfant est en difficulté d'écriture, je vais le prendre en APC. Et donc ça, c'est toute une organisation, etc. En fait, très simplement, c'est d'expliquer aux enfants, au groupe classe, la façon dont on doit se positionner sur la chaise, la distance que l'on doit adopter entre le corps et la table. Les outils scripteurs aussi, conseiller en fait des outils scripteurs adaptés. Je vais donner un exemple très concret. L'enfant écrit avec 3 doigts et donc on peut proposer aux enfants des outils scripteurs avec une forme triangulaire, ce qui va permettre un confort. Pour les enfants qui sont en réelle difficulté, c'est peut-être de proposer un lignage adapté. Je pense notamment au lignage Gurvan, qui va permettre à l'enfant de se repérer plus facilement sur la page. Donc, ce qui me touche le plus, c'est de pouvoir accompagner cet enfant et l'aider réellement à reprendre confiance en lui à travers l'écriture. Et ces changements vont se voir sur lui. C'est-à-dire qu'on va progressivement voir un enfant qui sera plus à l'aise, qui sera plus affirmé, un enfant qui se sentira capable en fait d'écrire, parfois même de prendre la parole, etc. Donc, c'est vraiment ce qui me touche le plus dans mon travail, c'est l'accompagnement en fait de cet enfant. Ce que je refuse de faire dans mes accompagnements, je refuse de ne m'occuper que de l'écriture. Parce que si on ne travaille que l'écriture, en fait, on ne prend plus en compte l'enfant dans sa personnalité, dans ce qui le touche, etc. Et pour moi, c'est vraiment la chose la plus importante. Je refuse d'avoir des séances type. De toute façon, très sincèrement, je ne pense pas que ça fonctionnerait. Je refuse de comparer les enfants. Et ce que je refuse, ce que je combats, c'est bien au-delà d'un refus, c'est de lâcher l'affaire, en fait, de laisser tomber. Quand l'enfant, le parent, parfois l'enseignant, parfois même le médecin nous dit non, mais ça ne fonctionnera pas. Voilà. Moi, je ne promets jamais rien à l'avance et je ne dis pas que ce sera possible, mais je ne dis pas que c'est impossible. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'abord d'essayer, en fait. Voilà. Donc, je refuse de m'avouer vaincu tant que l'on n'aura pas essayé de changer les choses pour l'enfant. Et l'objectif, encore une fois et toujours, c'est qu'il reprenne confiance en lui et qu'il reprenne confiance en ses capacités. Alors, ce qu'il faut garder en tête, c'est que l'écriture illisible, lente, n'est pas une fatalité. Il est possible d'apporter des solutions concrètes à l'enfant, peu importe son âge, peu importe ses difficultés. Autre chose, ce n'est pas parce que votre enfant ou votre élève a un TDAH, TSA, une dysgraphie, etc., que l'écriture doit rester lente et douloureuse. Non, des solutions existent. Croyez aux capacités de l'enfant, croyez en vous et vous allez pouvoir changer les choses, même à votre niveau.